J'espère que tout roule pour vous. Voilà qu'après 18 ans derrière les barreaux, oui, 18 ans entiers de silence, de rumeurs folles, de rebondissements et d'attentes interminables, le nom qui avait disparu des radars refait surface. Qui aurait misé un centime sur un éventuel retour en liberté d'Abd Rafik Khalifa, alias le Golden Boy d'Algérie? Vous savez, ce mania de l'époque, ce tycoon à l'algérienne qui, à la fin des années 90 et au début des années 2000, brillait de mille feux, éclipsant même les figures politiques. Premier milliardaire algérien, première rockstar du capital dans un pays où l'oligarchie naissante portait encore des couches. Pendant des années, c'était une idée qu'on balayait d'un revers de main, voir un jour ce bon vieux Raf Khalifa dehors en homme libre impensable. Le simple fait d'en parler ressemblait à une blague. Le régime algérien le relâchait. Allons donc. Et pourtant, depuis octobre 2025, date à laquelle il aurait techniquement dû recouvrer la liberté, les couloirs du pouvoir bruissaient de rumeurs. Certains disaient que le clan Tebboune s'activait en coulisses, tentant de bricoler un nouveau prétexte judiciaire pour le maintenir enfermé. Officiellement, sa dette envers la justice était réglée. Officieusement, à 59 ans, il représentait peut-être encore un danger trop vivant pour qu'on le laisse circuler tranquillement. Mais alors, si Khalifa franchissait enfin la porte de la prison, que se passerait-il? Allait-il devenir une menace à ciel ouvert pour le pouvoir? Allait-il briser le silence, déballer ce qu'il sait mettre des mots sur les non-dits qui enveloppent son dossier depuis toujours? Rappelons que l'affaire Khalifa, ce n'est pas juste un scandale, c'est le séisme économique post-indépendance, le genre de dossier qui tremble encore rien qu'à l'évoquer, et pourtant, accrochez-vous bien, c'est désormais confirmé. Rafik Khalifa a bel et bien quitté sa cellule, libre depuis 48 heures. Nos sources sont formelles, c'est jeudi en fin d'après-midi qu'il a franchi la porte. Et cette nuit-là, pour la première fois en 2 décennies, il l'a passé entouré des siens en homme libre. La remise en liberté de Khalifa, loin de clore l'affaire, soulève plutôt une montagne de doutes. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Il faut dire que le dossier Khalifa est une véritable nébuleuse, un labyrinthe de zones d'ombre, de non-dits, de vérités inavouées. Était-il un génie des affaires monté de toutes pièces par un régime en quête d'icônes? Ou bien un entrepreneur visionnaire sacrifié sans ménagement parce qu'il devenait gênant? Une chose est sûre, dans son ascension comme dans sa chute, beaucoup ont su tirer profit de sa générosité, y compris certains hauts placés. Oui, même Abdidour, dont le nom revient dans les pages bien épaisses du fameux dossier. Mais avant d'aller plus loin, remontons un instant. Pourquoi, malgré sa peine purgée, suspectait-on le régime Tebboune de retarder sa libération? Pourquoi cette impression persistante que le pouvoir cherchait à gagner du temps à le garder derrière les barreaux bien après l'échéance légale d'octobre 2025? Ces questions-là ne sont pas sorties de nulle part. Et puis soyons honnêtes, le régime n'a rien concédé d'extraordinaire en le laissant sortir. Ce n'était ni une faveur ni un cadeau. L'homme a 59 ans et il a entièrement purgé sa peine. 18 ans de détention sans remise, sans réduction. En réalité, il aurait dû respirer l'air libre depuis octobre dernier et non en décembre. Cette sortie tardive, ce n'est pas un privilège, c'est simplement un droit longtemps différé. Alors que s'est-il vraiment passé dans cette affaire? Petit retour en arrière en 2007, c'est la justice britannique qui passe à l'action et met la main sur Rafik Khalifa. Pourquoi? Parce qu'un mandat d'arrêt européen avait été lancé à son encontre par la France. Oui, c'est bien Paris qui a tiré le premier. Là-bas aussi, il avait des comptes à rendre, corruption, trafic d'influence et autres joyeusetés du même calibre. Pendant ce temps, l'Algérie, elle ne reste pas les bras croisés, elle réclame immédiatement son extradition. Et puis arrive le 25 juin 2009, la justice britannique donne son feu vert à l'extradition vers Alger. Mais Khalifa ne se laisse pas faire, il fait appel. Une longue saga judiciaire commence alors, un véritable marathon entre avocats, juges et diplomates. Finalement, l'État algérien l'emporte. La Grande-Bretagne accepte de remettre Khalifa convaincu que ses droits seront respectés, qu'il ne sera pas torturé et qu'il aura droit à un procès équitable. Sur le papier, du moins. Et tenez-vous bien, le 24 décembre 2013, Rafik Khalifa est remis officiellement aux autorités algériennes. Et devinez quoi? Il sera libéré pile 12 ans plus tard, le 24 décembre 2025. Simple coïncidence de calendrier ou geste hautement symbolique, difficile à dire. Mais quand une affaire aussi opaque que celle-ci se synchronise 2 fois sur la même date, on a le droit de lever un sourcil. Une fois extradé et ramené sur le sol algérien après une valse de procès bien médiatisée, le couperet tombe le 24 juin 2015. Rafik Khalifa écope officiellement
de 18 ans de prison ferme. Mais attention, cette peine englobe aussi les années passées dans les geôles britanniques. Si l'on fait le calcul, il est derrière les barreaux depuis 2007. 18 ans de tôle, cela nous mène tout droit à 2025, pas 2027. Donc en combinant sa détention en Angleterre et en Algérie, le total est atteint. Logiquement, il aurait dû retrouver la liberté à la fin du mois d'octobre 2025. Oui, en octobre, pas en décembre. Officiellement, la fin de sa peine était enregistrée pour le 24 octobre 2025. À cette date sur le papier, le dossier Khalifa était clos, terminé, bouclé. Après 18 années passées entre deux systèmes carcéraux, il devait être dehors. Sauf que non. Le 24 octobre est passé, est passé et les portes sont restées fermées. Il a continué à croupir en cellule. Et ça, c'est tout simplement illégal. Une détention prolongée sans fondement, un non-respect flagrant du droit. Et pour être clair, aucune autre affaire en cours, aucun nouveau dossier judiciaire ne le visait. Khalifa a purgé l'intégralité de sa peine. Point. Et pourtant, il était resté enfermé sans justification légale. De quoi alimenter les soupçons, plusieurs sources bien placées murmurent que le président Abdidou lui-même aurait freiné sa libération. Par crainte. Peur de ce que Khalifa pourrait révéler une fois dehors. Et vu le passif, on comprend pourquoi. Khalifa lui en sait bien plus qu'il n'en dira jamais. Des secrets où il en porte à l'appel. Mais il faut bien l'admettre, ni les médias ni la justice ne l'ont traité avec transparence ou équité. Le vrai fond de l'affaire, toujours enfoui, enterré sous des années de silence et de manipulation. Et selon plusieurs sources bien placées, ces 2 mois de prolongation post-peine d'octobre à décembre 2025 n'étaient pas anodins. C'était un deal tacite. Tu veux sortir, alors tais-toi, définitivement. Parce que s'il se mettait à parler même juste un peu, le retour en cellule serait aussi rapide qu'un claquement de doigts. Et le régime algérien ne rigole pas avec ça. Avouez que le scénario a de quoi étonner un détenu censé retrouver la liberté le 24 octobre, mais qui ne sort finalement que le 24 décembre. Certains parlent même du 23, mais nos sources les plus fiables confirment bien la date symbolique du 24. Et ce chiffre n'est pas anodin, c'est ce même 24 décembre en 2013, cette fois qu'il avait été extradé d'Angleterre vers l'Algérie. Étrange coïncidence ou mise en scène bien orchestrée, à vous de juger. Et puis on ne va pas se mentir, toute cette histoire mériterait un film, un vrai, voire un documentaire choc. Parce que, soyons honnêtes, la vérité sur l'affaire Khalifa ne nous a jamais été servie en entier. Ce qu'on a eu, ce sont des fragments contrôlés, une version officielle, et beaucoup d'ombre. Alors c'est quoi, au juste, cette fameuse affaire Khalifa dont tout le monde a parlé au début des années 2000 ? Eh bien, imaginez un cocktail explosif entre politique et justice, un scandale d'État qui a secoué tout un pays. À l'époque, c'était partout télé, journaux, discussions en sourdine dans les salons feutrés. Aujourd'hui, Khalifa a 59 ans, donc on ne peut pas dire qu'il soit vieux, surtout au regard de l'espérance de vie politique en Algérie. Son état de santé mystère. Mais une chose est sûre, quand j'étais incarcéré à El Harak en 2018, Khalifa n'était pas un prisonnier comme les autres. Non, mais c'était l'A-star du milieu carcéral, traité comme un prince chouchouté dans un système pénitentiaire pourtant réputé impitoyable. Et pourquoi ce traitement royal? Parce que l'Algérie avait des comptes à rendre au Royaume-Uni, un accord de gentleman version diplomatique. D'ailleurs, si l'on regarde de près l'histoire récente de l'Algérie, Khalifa est le seul détenu VIP que l'État a réussi à faire revenir au pays via une vraie procédure d'extradition. Et pas avec n'importe qui, la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. Il a fallu une longue négociation, des pressions, des promesses pour que Londres accepte de le livrer. Et on peut au moins reconnaître ça à Bouteflika. Lui, il a obtenu cette tête-là. Parce que pour les autres, comme Abdou Khalifa ou Abdidour, c'est une toute autre histoire. Là, on parle de deals opaques avec les Émirats arabes unis, une justice politisée jusqu'à la moelle. Rien à voir avec une vraie extradition. C'était du pur marchandage diplomatique. Une vitrine, une illusion de justice. Soyons très clairs, aucune grande démocratie occidentale, ni la France, ni la Grande-Bretagne, ni même l'Allemagne ou la Suisse, n'a jamais accepté de livrer à l'Algérie un seul VIP recherché pour corruption ou délit politique. Jamais. Ces pays-là savent faire la différence entre justice et règlement de compte, sauf une fois. Une exception Khalifa. Et pour obtenir son extradition, Bouteflika a bataillé pendant presque 7 ans entre 2007 et 2013. Mais
Il a fini par l'avoir. Oui, il a obtenu sa tête. C'est peut-être le seul dossier d'extradition que l'Algérie a arraché à un pays réellement démocratique. Il faut le dire franchement. Et ce Khalifa, il n'est pas sorti de nulle part. Non, c'est un personnage à la biographie cinématographique. On pourrait en faire un long métrage. Tout commence avec son père El Hachemi Khalifa, une figure politique de l'Algérie post-indépendance. Ce n'était pas un inconnu. Il a été ministre de l'Industrie et de l'Énergie sous Ben Bella, puis ambassadeur au Royaume-Uni. Et entre 1965 et 1967, il occupait le poste de PDG d'une grande entreprise publique. Un des premiers patrons d'Algérie à une époque où ce titre avait encore du prestige. Mais le destin frappe en décembre 1967, tentative de coup d'État ratée contre Boumedienne, affaire dite du Sbiri. El Hachemi est arrêté condamné à 5 ans de prison. À sa sortie en 1969, il rase les murs et se reconvertit en pharmacien à Cheraga. C'est là que tout bascule, son fils Rafik hérite du double ADN familial, la politique et les affaires. Et devinez quoi, il suit exactement les traces du père. Lui aussi commence en blouse blanche dans une pharmacie. Puis lentement mais sûrement, il se faufile dans le monde des deals, des ambitions et du pouvoir. Tout a commencé avec une petite boîte pharmaceutique KJ Pharma, spécialisée dans les médicaments génériques. Une première pierre posée par Khalifa dans l'industrie sans tambour ni trompette. Mais très vite, ce n'était plus assez. L'homme voyait plus grand, beaucoup plus grand. En quelques années, il construit un empire à son nom. Tout démarre le 12 avril 1998 avec la création de Khalifa Bank. Puis s'ajoutent successivement Khalifa Airways et enfin la cerise sur le gâteau médiatique Khalifa TV. À peine le temps de souffler, et voilà que l'Algérie se réveille avec son propre mania, un tycoon local au style flamboyant. Entre 1998 et 2003, ce fut l'âge d'or du phénomène Khalifa. 5 petites années, mais un impact monumental. Une banque privée qui pousse comme un champignon une compagnie aérienne nationale qui rivalise avec les plus grandes des acquisitions à l'étranger. Khalifa commence à rayonner bien au-delà des frontières. En 2001, son groupe rachète la banque privée allemande Elst Rosenheimer dans le but de centraliser les flux financiers algériens de l'étranger. On parle ici de réseau de contrôle d'influence. Et ce n'est pas fini. Il s'offre également la chaîne Arab Network In pour lancer sa propre télévision. Dès janvier 1999, il diffuse ses rêves en grand format. Ambition XXL communication millimétrée. Sa banque propose des taux d'intérêt hallucinants attirant en masse particuliers et investisseurs institutionnels. Bref, c'est un succès foudroyant, un conte de fées version Business Made in Alger. Mais ce conte de fées financier, pour certains, il sent un peu le scénario arrangé en coulisses. Les détracteurs de Khalifa le disent haut et fort, son empire n'aurait jamais vu le jour sans l'appui discret mais très réel du régime algérien de la fin des années 90. Avant même que Bouteflika ne prenne les commandes, il fallait redorer le blason d'un pays qui sortait péniblement de la décennie noire. Et quoi de mieux qu'un jeune homme ambitieux qui monte une banque, une compagnie aérienne et fait briller l'image d'une Algérie moderne stable où l'on peut faire fortune. Une vitrine en costume 3 pièces pour dire au monde « l'Algérie change ». À ce moment-là, Khalifa n'avait même pas 40 ans. Un golden boy à la sauce maghrébine qui passait de la pharmacie à l'aviation en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et puis l'image se peaufine les soirées sur la Croisette, les stars françaises comme Catherine Deneuve ou Gérard Depardieu qui font le déplacement Savila à Cannes, ses ambitions médiatiques. Il lance sa chaîne TV en grande pompe, puis s'attaque au sport, il sponsorise l'Olympique de Marseille et selon certaines rumeurs, il voulait même racheter le club. En fait, tout cela était une mise en scène parfaitement huilée. Khalifa a incarné pour la première fois dans l'histoire du pays le profil type de l'oligarque assumé. Un homme d'affaires qui ne cache rien, ni son argent, ni ses connexions politiques, ni son rôle de relais entre le pouvoir et l'économie. Un porte-voix en costard du régime algérien, un visage public pour une stratégie plus vaste. Il était la vitrine brillante d'un pouvoir en pleine mutation. Ce que Khalifa a incarné en Algérie, ce n'est pas juste un homme riche ou un businessman à succès. Il a été le pionnier d'un modèle de pouvoir nouveau, celui où l'argent ne se contente plus d'influencer la politique, il l'épouse. Un mariage d'intérêts entre fortune privée et pouvoir d'État où les frontières entre économie et gouvernance deviennent floues volontairement. C'est ça la matrice de l'oligarchie version algérienne et Khalifa en a été le premier architecte.
Mais comme souvent dans les grandes ascensions, le rêve a brutalement viré au cauchemar en 2003. Cette année-là, le château de cartes s'effondre, la faillite du groupe Khalifa est officialisée. Immédiatement, le régime Bouteflika monte au créneau détournement massif, transfert illégal de devises, documents falsifiés, association de malfaiteurs. Les accusations pleuvent. On parle d'un trou de 5 milliards de dollars laissant l'État algérien et des milliers d'épargnants dans le rouge. La banque Khalifa passe du statut d'espoir national à symbole de ruine. La chute devient publique en février 2003 quand plusieurs collaborateurs de Khalifa sont arrêtés à l'aéroport d'Alger, les bras chargés de valises pleines de cash. Le signal est clair, le système est en train de lâcher son Golden Boy. Khalifa, lui, ne traîne pas, il file à Londres, décroche un asile politique temporaire mais finira par être extradé vers l'Algérie 10 ans plus tard, en 2013. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a beaucoup parlé de Khalifa, mais très rarement entendu sa propre voix. En Algérie, c'est un vieux refrain, on juge, on condamne, mais la version de l'accusé n'atteint jamais vraiment le public. Les médias sont alignés, la justice est sous influence et l'opinion ne reçoit qu'un récit officiel verrouillé, soigneusement formaté. Alors non, ce n'est pas qu'on ne connaît pas la vérité, c'est qu'on ne nous laisse jamais l'entendre. Khalifa aurait pu parler, il aurait dû parler, et il l'a fait avant son extradition vers l'Algérie. Il avait pris la parole à plusieurs reprises, notamment dans des entretiens accordés au Figaro en 2007. Dans ses sorties médiatiques, il clamait haut et fort qu'il n'était ni escroc ni voleur, mais bien la cible d'une vengeance politique. Selon lui, la chute de son empire n'avait rien à voir avec des fraudes financières, mais relevait d'un complot orchestré depuis le sommet de l'État. Bouteflika en personne, qu'il aurait osé défier en 2004, aurait décidé de le neutraliser, voyant en lui une menace trop encombrante pour continuer à prospérer. Et c'est là qu'un gros malentendu s'est installé. Beaucoup pensent que Khalifa est un pur produit du régime Bouteflika. Faux, totalement faux. Quand le président arrive au pouvoir, le système Khalifa est déjà bien en place. Banque, avion, télé, il ne restait plus qu'à couper le ruban. En réalité, l'ascension de Khalifa commence dans l'ombre des généraux des années 90, à une époque où on cherchait à réhabiliter l'image d'un pays meurtri par la guerre civile. Bouteflika n'a pas créé Khalifa, il l'a hérité, et il a tenté de l'éliminer quand ce dernier a cessé d'être utile. À cette époque, l'Algérie traînait une image internationale désastreuse. Guerre civile, bavures de l'armée, exactions, présumées zones d'ombre groupes islamistes. Le pays était synonyme de chaos. Il fallait donc un coup d'éclat, une vitrine neuve, quelque chose de brillant à montrer au monde. Et quoi de mieux qu'un jeune businessman flamboyant, une success story made in Alger pour redorer le blason national banque privée, compagnie aérienne gala à l'étranger sponsoring de clubs prestigieux. Un storytelling parfait pour montrer une Algérie pacifiée, ouverte, moderne. Beaucoup pensent que Bouteflika a eu cette brillante idée. Faux. Le concept existait avant lui. Lui n'a fait que l'endosser avant de vouloir le brûler. Et oui, au départ, le plan était séduisant. Sauf que comme souvent en Algérie, les choses ont dégénéré en guerre de clans. Bouteflika, en réalité, n'a jamais vraiment fait confiance à Khalifa. Il le trouvait trop imprévisible, trop puissant, trop populaire. Et puis en 2004, Khalifa commet l'irréparable, il affiche son soutien à Benflis, l'adversaire direct du président sortant. À partir de là, Bouteflika passe à l'offensive. Dès 2003, il commence à saboter méthodiquement l'empire Khalifa. Objectif, le neutraliser, l'éteindre, l'effacer. Ce fut donc la première vraie guerre ouverte entre un président algérien en exercice et un oligarque. Oui, un oligarque dans toute sa splendeur. Après sa chute, Khalifa n'est pas resté silencieux. Très vite, il reprend la parole et ce qu'il dit est sans détour. Tout ça, c'est un coup monté. Selon lui, le régime Bouteflika n'a pas seulement détruit son empire, il l'a piégé volontairement. Il n'a cessé de répéter que son groupe était solide, rentable, que ses entreprises détenaient de vrais actifs du cash réel et qu'il n'y avait jamais eu le moindre détournement de sa part. Le procès. Une farce, une mascarade judiciaire montée pour le faire tomber. C'est en tout cas ainsi qu'il l'a toujours décrit. Mais Khalifa ne s'est pas arrêté là. Il a pointé du doigt que la France, et plus précisément les services secrets français, la DGSE. Selon lui, Paris aurait conclu un accord discret avec Bouteflika pour éliminer un homme d'affaires devenu trop encombrant. Pourquoi? Parce que son groupe dérangeait des intérêts économiques français en Algérie. Dans ses propos, Khalifa martèle « J'ai mis le doigt là où il ne fallait pas, j'ai bousculé des équilibres qui dérangeaient ». Bref, à ses yeux, tout cela n'a jamais été qu'un vaste complot international pour le faire taire. Et puis, plus rien.
Depuis son retour forcé en Algérie, Khalifa s'est évaporé médiatiquement. Aucune interview, aucun discours marquant. Dans les tribunaux algériens, ses interventions sont timides, presque inexistantes. Le silence est total. Résultat, on se retrouve entre deux récits contradictoires, celui du pouvoir algérien bien rodé et celui de Khalifa enfermé dans sa théorie du complot. Et au milieu de tout ça, la vérité, qui elle ne se trouve nulle part, littéralement nulle part. Le feuilleton judiciaire Khalifa n'a pas manqué d'épisodes. Le 25 juin 2009, le Royaume-Uni donne officiellement son feu vert pour l'extradition vers l'Algérie. En juin 2015, la sentence tombe 18 ans de prison ferme. Puis en juin 2022, le tribunal de Blida confirme la peine en appel sans sourciller. Tout semblait scellé. Et pourtant, aujourd'hui, Rafik Khalifa est dehors, libre. Mais libre sous conditions très probablement. Il ne faut pas être devin pour deviner ce qui s'est joué en coulisses. On ne reste pas 2 mois de plus en détention après avoir purgé sa peine par hasard. Ce délai, à mon avis, était un message clair. Si tu ouvres la bouche, tu retournes illico dans ta cellule. Khalifa le sait. Et c'est pour ça que tant qu'il est en Algérie, la vérité restera muette. Il y a des vérités qu'on ne raconte pas sans conséquence. Et celle-ci n'est pas encore prête à éclater. À moins que Khalifa a 59 ans. D'ici 5 ans, si le président Tebboune n'est plus aux commandes et qu'un nouveau régime plus ouvert s'installe, peut-être que l'ancienne mania osera parler. À 65 ans, peut-être qu'il retrouvera non seulement sa liberté physique, mais aussi la liberté de parole. Mais soyons lucides, tant que le climat politique reste verrouillé, il est peu probable qu'il se livre. Sauf si, bien sûr, le régime l'instrumentalise à nouveau cette fois-ci comme outil de communication bien ficelé. Quoi qu'il en soit, Rafik Khalifa Abdel, Rafik Khalifa est désormais libre. Mais ce que l'on vient de clore, ce n'est peut-être pas une fin. C'est le prologue d'un nouveau chapitre, la conclusion d'un scandale opaque. Peut-être. Mais la fin du mystère, certainement pas. Parce qu'en vérité, le peuple algérien ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé pendant les années Khalifa. Et peut-être qu'on ne le saura jamais, qu'on ne le saura jamais.